Alors, dans un marché avec des offres standardisées, facilement copiables et non protégeables, l'expérience que les assureurs proposent à leurs clients reste une clé prioritaire de différenciation des marques. Alors, parce qu'un parcours fluide et sans effort n'est pas suffisant, n'est plus suffisant, il est indispensable de créer de l'enchantement. Comment se différencier grâce à l'expérience que vous faites vivre à vos clients? Pour y répondre, nous allons dans un premier temps découvrir avec David Février et Olivier Gisson les résultats de l'étude 2019 de benchmark sur la valeur de l'expérience client dans l'assurance, portée par le groupe Téléperformance et Praxidia, sa filiale Customer Experience. Je vais présenter rapidement vos structures pour qu'on puisse bien comprendre quelle est votre approche. Alors, Téléperformance, pour faire un point sur ce groupe, c'est le leader mondial de la mise en œuvre de stratégies omnicanales d'optimisation de l'expérience client à travers ses activités et services à haute valeur ajoutée, notamment sur le secteur assurantiel. Le groupe intervient tout au long du cycle de vie de vos assurés, aussi bien en avant-vente pour des activités de qualification de fichiers et de prospection téléphonique, de prise de rendez-vous pour vos forces de vente, que sur des activités de vente. Téléperformance est un distributeur d'assurance via des programmes 100% DDA et RGPD compatibles. Vous me coupez si je dis des erreurs, mais... Non, jusque-là, c'est parfait. C'est tout bon. Alors, vous proposez aussi des dispositifs d'après-vente en front office sur des prestations de services clients en santé, prévoyance, épargne retraite, IARD, allant jusqu'au back-office et à la gestion des sinistres. Praxidia. Vous embauchez quand ? Pardon ? Vous embauchez quand ? Attendez. On va faire si on arrive à tenir les 40 minutes... Alors, Praxidia. Praxidia, c'est votre offre de conseils spécialisés dans la transformation et la valorisation de l'expérience client. En tant que structure de conseil sur l'optimisation des parcours clients, Praxidia accompagne ses clients sur la mise en place de stratégies de feedback management. Alors, qu'ils soient sollicités via des enquêtes à chaud, mais également non sollicités grâce à l'exploitation de l'ensemble des contacts entre l'assureur et ses clients via l'analyse sémantique et émotionnelle des conversations et des échanges, appelés Speech and Text Analytics. C'est ça. Voilà pour les présentations de vos activités. Et après cette présentation de l'étude VEC, nous allons entendre la vision des assureurs en pointe sur le sujet avec Pierre Thomas, Éric Plou et Alain Bossière. Pour commencer, Olivier, je vais vous laisser vous diriger vers ce pupitre. Donc, à partir des résultats du benchmark VEC, obtenus grâce à l'analyse de près de 10 000 expériences d'assurés, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes tendances de la version 2019 ? Merci Nathalie. Avant de parler des grandes tendances de 2019 sur l'étude de la valeur de l'expérience client, je vais déjà voir si ça fonctionne, c'est parfait. Je vais vous expliquer ce que l'on fait quand on parle de parcours client et quels sont les KPI que l'on analyse quand on parle de parcours client. En fait, quand on parle de parcours client, on ne se situe pas sur des interactions unitaires, c'est-à-dire que ce n'est pas un client qui va appeler ou envoyer un mail, c'est une somme d'appels, de contacts, de rendez-vous qui vont faire un parcours de souscription, un parcours de règlement de sinistre, un parcours de réclamation ou un parcours de résiliation, ou un parcours de vie du contrat si je veux changer tel ou tel élément sur mon contrat. Et quand on parle donc de parcours, on se doit d'analyser, on va dire, deux grands KPI. Les KPI à analyser sur les parcours sont l'effort client, donc ce qu'on va appeler le Customer Effort Score, et l'enchantement. Ce n'est pas la peine, quand on parle de parcours, d'analyser des indicateurs comme le NPS ou comme le First Call Resolution. Ce n'est pas à ce moment-là, enfin, en tout cas, ce n'est pas pertinent de travailler sur l'optimisation des parcours en analysant ces KPI. Les deux KPI importants sont l'enchantement, donc le Delay Score, et le Customer Effort Score. Alors, quand on parle d'enchantement, quand on parle de Customer Effort Score, comment est-ce qu'on travaille sur le Customer Effort Score, nous, chez Praxidia, groupe Téléperformance? Déjà, on va travailler sur une échelle inversée de 1 à 10 en se disant, on va poser aux assurés la question en disant quel est l'effort que vous avez fait sur tel et tel parcours. Et ensuite, on va retravailler sur ce Customer Effort Score sur 4 catégories. Le luxe, en disant j'ai fait aucun effort, l'effort standard, l'effet labyrinthe ou l'effet tunnel. Et ensuite, ce qui est plus important, c'est de savoir pourquoi est-ce que
l'assuré a fait tel ou tel effort. Quel est le type d'effort qui a été fait? Est-ce que c'est un effort cognitif, de compréhension de ce que l'on m'a vendu, de ce que l'on m'a promis, de ce que j'ai acheté? Est-ce que c'est un effort financier? Est-ce que c'est un effort de process? On va typer l'ensemble de cet effort. Pourquoi? Pour pouvoir analyser et comprendre et mettre en place des actions correctives derrière. Même chose quand on parle d'enchantement. Alors l'enchantement dans l'assurance, c'est rare que l'on dise « j'ai été enchanté d'acheter tel et tel produit et ça a été véritablement fabuleux ». Non, quand on interroge les assurés en institut d'études, quand on parle de delight score, d'enchantement, on va parler plutôt de forte impression. Est-ce que votre assureur vous a fait forte impression sur tel et tel parcours? Et quand on parle de forte impression, c'est cette notion de delight score, c'est cette notion d'enchantement que l'on analyse. Et toujours pareil, derrière, on va poser une question ouverte, comme sur le Customer Effort Score, pour pouvoir typer l'enchantement. Est-ce que c'est un enchantement qui vient des process ou est-ce que c'est un enchantement qui vient de la relation humaine? Et en fonction des parcours, on va voir que le delta va être très important. Oui, je suis là. Pardon. Donc, là, ça y est, donc les grandes tendances de la version... Là, je vous ai donné les grands KPI qu'on va analyser sur un parcours. Maintenant, ce que je peux vous donner, c'est effectivement le benchmark national des assureurs, c'est-à-dire les grandes tendances. Merci beaucoup, Olivier. Si vous voulez, la prochaine fois, vous faites aussi les questions. Voilà. Les grandes tendances. Alors, les grandes tendances, depuis 4 ans, on met en place ce benchmark national sur l'analyse des parcours clients assurés. Un certain nombre d'entre vous dans la salle connaissent déjà ce benchmark. On interroge, je vais vous faire très simple sur la méthodologie, mais vous allez voir, c'est pour que derrière, je puisse vous donner quelques chiffres. On interroge 10 000 assurés. On tout cas, on analyse 10 000 expériences, on va dire 6 000 en IRD et 4 000 en santé. Quand je dis IRD, c'est IRD du particulier, auto et habitation. Et on va analyser 4 parcours sur l'IRD, 4 parcours sur la santé. Les parcours que l'on va analyser sur l'IRD vont être des parcours de souscription, des parcours de règlement de sinistre, des parcours de réclamation et des parcours de vie du contrat. Sur la santé, on fait exactement la même chose, la souscription, la réclamation. Par contre, on va travailler sur la demande de remboursement à la place du règlement de sinistre, bien sûr, et on va... Encore cette année, on a analysé sur 2019 la résiliation d'un contrat, ce qui est pertinent en santé, ce qui n'est pas forcément pertinent aujourd'hui en IRD, sachant que, on va le voir, mais 70 à 80% des résiliations sont traitées par le nouvel assureur. Alors, on va se poser les questions, quelles sont les grandes tendances, ou en tout cas, qu'est-ce que l'on a vu sur l'étude 2019 ? Je ne vais pas pouvoir, ces 2 études font 130 pages chacune, donc je ne vais pas pouvoir on a un challenge, le timekeeper, en 20 minutes, en 15-20 minutes, vous donner la synthèse de ces 2 fois 130 pages, mais je me tiens à votre disposition pour vous les présenter si vous le souhaitez. Mais ce que l'on a rajouté cette année, en tout cas, un des points qui était important et que les assureurs nous ont demandé, c'est de travailler sur le vide relationnel. Le vide relationnel, c'est quels sont ces assurés qui n'ont aucun contact avec l'assureur. Nous, on a travaillé sur les 6 derniers mois, parce qu'on travaille sur les 6 derniers mois sur cette étude. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, en moyenne, j'ai 70% des assurés qui n'ont eu aucun contact avec leur assureur dans les 6 derniers mois. Là, je suis sûr de l'IRD du... mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même un gros delta. On passe de 63 à 84% de vide relationnel. Je vous ai masqué les assureurs en dessous pour ne pas créer de polémique et pour ne pas mettre mal à l'aise un certain nombre d'entre vous, ou trop à l'aise un certain nombre d'entre vous, mais effectivement, on l'a par assureur, bien sûr. Les deuxièmes grandes tendances, en tout cas, que l'on peut avoir, c'est la performance commerciale, où on voit qu'on a des deltas importants en termes de souscription. La performance commerciale, en se disant quel est le ratio entre le nombre de devis que je fais pour faire un contrat. Et là aussi, on voit qu'il y a des ratios qui fluctuent de façon importante, entre moins de 2, 1,9, et plus de 3. Là aussi, c'est intéressant de savoir où se positionne chaque assureur, et surtout de comprendre pourquoi. Le troisième point que je voulais mettre en avant, et tout le monde parle de multisouscription, moi ça fait 30 ans que j'évolue de plus ou moins près ou de plus ou moins loin dans le monde de l'assurance. Tout le monde parle de multisouscription depuis très longtemps. On se rend compte que le regroupement de contrats, la multisouscription chez un assureur, Dixit l'assuré, est un critère primordial dans le choix du nouvel assureur.
C'est-à-dire que si j'ai déjà mon contrat habitation chez tel assureur, pour mon auto que je viens d'acheter, j'ai quand même un a priori très très positif pour aller chez ce même assureur. Et on verra tout à l'heure, même s'il y a un petit delta de prix. Je vous ai dit tout à l'heure, l'étude VEC Assurance, elle est là pour analyser les parcours. Quand on parle de parcours, on parle de Customer Effort Score et d'enchantement. Donc le Customer Effort Score, là je vous ai donné un exemple sur la souscription en IRD, on voit que le type de... Il y a peu d'efforts quand même. On est à 18% d'efforts, 18% des assurés qui disent j'ai fait un effort quand j'ai souscrit. Enfin 18 c'est quand même, c'est pas beaucoup mais c'est important. Et c'est surtout 2 points de plus que l'année dernière. Donc là on a peut-être des questions à se poser. En tant qu'assureur, en se disant il faut peut-être que l'on fluidifie nos parcours et que l'on simplifie encore nos parcours. Et ce que l'on analyse derrière, vous voyez, c'est le type d'effort ou le type de facilitateur. Un autre point important et une autre grande tendance, c'est la corrélation entre les critères. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et qui est très important. Je vous ai parlé de Customer Effort Score et d'enchantement. Ce qui est important de savoir, c'est que le Customer Effort Score est le critère qui est fortement corrélé à la fidélité. C'est-à-dire quand je fais peu d'efforts, sur des parcours clients avec un assureur, je reste plus longtemps. L'enchantement, lui, il est corrélé à la recommandation. On voit qu'on passe sur un IRC de plus 22 à plus 56. On fait 2 fois et demi plus. C'est-à-dire que sur ceux qui ont été fortement enchantés par leur assureur, ils sont prêts 2 fois et demi plus à recommander. Donc si je veux travailler sur la fidélité de mes assurés, je vais travailler sur la fluidité des parcours. Si je veux travailler sur le bouche à oreille, la recommandation et quelque part mon business de demain, parce que c'est les souscripteurs de demain, je vais travailler beaucoup plus sur l'enchantement. Et c'est toujours ce mix-là qu'il faut travailler pour optimiser l'expérience assurée que l'on va pouvoir proposer. Je vais terminer, on est sur l'enchantement, sur l'expérience extraordinaire que l'on va pouvoir faire vivre à nos assurés. Et je vais terminer par un point sur l'enchantement, qu'on appelait forte impression, qui est expliqué par des critères à la fois de processus et des critères humains. Et on va voir qu'en fonction des 2 parcours que je vous ai mis en exemple, sur le parcours souscription et sur le parcours règlement de sinistre, sur le parcours souscription, on va voir que l'humain, qu'il soit généré soit en face à face par un rendez-vous en agence ou au téléphone, parce que c'est aussi de la relation humaine au téléphone, l'humain est plus important que le process. On voit que l'impact de l'humain est un tout petit peu plus important. C'était à peu près équilibré l'année dernière, mais on voit que, vous voyez, sur la partie souscription, que l'humain est au niveau, même un petit peu au-dessus du process. Sur le sinistre, j'attends du process. Forcément, là on le voit complètement sur la droite du slide, on est complètement sur des approches un peu différentes, où là, si je m'attends à ce que vous me remboursiez 100, le process doit me rembourser 100. Même si vous êtes très sympathique et que vous me remboursez que 80, ça va me poser un problème en termes d'enchantement. Donc là, l'humain, dans le règlement de sinistre, est moins important, mais on voit quand même qu'il est à 20% en termes d'importance sur l'enchantement que je vais pouvoir créer pour le client. Voilà, je pense avoir en quelques minutes essayé de vous présenter quelques grandes tendances de ces résultats, en tout cas sur la valeur de l'expérience client en assurance, IRD et santé. Et je me tiens à votre disposition si vous voulez en savoir plus. Avant, je vais demander à David peut-être de me rejoindre pour vous donner, on va dire, les 10 bonnes pratiques. Alors, oui, parce qu'il faut dire quand même qu'aujourd'hui, vous nous faites la primeur de nous dévoiler des informations inédites qui ne sont pas encore rendues publiques, ni même accessibles aux assureurs. Donc, on vous en remercie. Et je veux bien que vous nous donniez quelques principes, justement, concernant l'IRD et la santé. Avec grand plaisir. Alors, quand on parle de bonnes pratiques, si tu m'enlèves mes bonnes pratiques, je ne les connais pas par cœur. Je mettais les miennes. Quand on parle de bonnes pratiques, on se dit quelles sont les 10 bonnes pratiques que l'on va pouvoir donner. Alors, les 10 bonnes pratiques, c'est des pratiques en termes de... On a essayé de faire simple en termes de souscription et en termes de règlement de sinistre. On a effectivement des bonnes pratiques en termes de réclamation, sur la vie du contrat, sur la résiliation, mais on a essayé de faire simple et de rationaliser dans le temps qui nous est imparti, en tout cas pour vous parler de ça aujourd'hui. La première bonne pratique, c'est de simplifier les démarches. Simplifier les démarches en souscription, c'est évident, mais alors comment est-ce qu'on simplifie les démarches ? On simplifie les démarches
en prenant en compte systématiquement la résiliation de l'ancien contrat. Dans 42% des cas, quand je suis sur un nouveau contrat, quand je souscris un contrat d'assurance, c'est que j'en ai résilié un, hein, dans 42% des cas. Il faut que l'assureur me prenne en compte cette résiliation. Il faut demander un nombre de pièces justificatives limité. Certains y arrivent, d'autres y arrivent moins bien. Donc là, je laisse les actuaires, les directions juridiques et les directions commerciales se challenger entre elles pour travailler sur ce sujet. Il y en a même, dont je tairai les noms à la fois par pudeur et par éthique, qui n'en demandent pas du tout au moment de la souscription. Ce qui est un vrai changement de paradigme et ce qui crée une vraie relation de confiance naturelle avec l'assuré. Et le troisième point, c'est pour simplifier les démarches, c'est la signature électronique. La signature électronique, on avait vu en 2018, sur l'étude 2018, que ça avait fortement monté en 2018. En 2019, la signature électronique est assez stable, mais elle est assez haute. Mais il faut systématiquement proposer la signature électronique si la signature n'a pas été mise en place lors du premier contact, par exemple sur la souscription en agence. Ça, c'est vraiment le premier point, simplifier les démarches. Après, pour compléter ce que vient de dire Olivier, il y a un deuxième principe qui est clé, qui est de ne pas imposer aux assurés, aux futurs assurés dans le cadre d'une souscription, effectivement, plus de 3 contacts à leur initiative dans le cadre de cette souscription. Pourquoi ? C'est pour éviter ce qu'on appelait tout à l'heure l'effet labyrinthe ou l'effet tunnel, qui complexifie effectivement la mise en relation avec son futur assureur et qui crée dès le départ un déficit de confiance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à proscrire, puisque au-delà de ces 3 contacts à l'initiative du futur assuré, on est ce qu'on appelle au-delà de son seuil d'acceptabilité. Le troisième point que l'on voulait mettre en avant en souscription, c'est d'être en mesure de proposer des délais de souscription en 48 heures. Alors bien sûr, quand on regarde les résultats de l'étude, on voit que l'acceptation du délai de souscription, en auto et en habitation, je suis toujours en auto et en habitation du particulier, le délai d'acceptation va au-delà d'une semaine, enfin va jusqu'à une semaine. Par contre, ce que l'on voit, c'est que si je suis capable de traiter en 48 heures, je génère énormément d'enchantement, de forte impression, dont je vous parlais tout à l'heure. Si je suis entre 48 heures et une semaine, j'ai un Customer Effort Score qui est tout à fait acceptable et qui est très faible vu du côté client. Par contre, je ne génère pas d'enchantement, ou je génère beaucoup moins d'enchantement. Dans le prolongement de ce principe du respect des délais, dans le cas effectivement où les délais pourraient être plus longs que ceux qui ont été annoncés initialement, il est important de recontacter systématiquement le futur assuré pour 2 raisons. Le rassurer et lui indiquer où en est son parcours de souscription. On commence à créer de la confiance avec le futur assuré à partir du moment même où on est capable de l'informer tout au long de son parcours de souscription. Je vais prendre un exemple qui est celui qui est utilisé dans le monde du retail. Je vais citer une grande marque, un des GAFA qui s'appelle Amazon. Quand vous commandez sur Amazon, dès la fin de votre commande, vous avez une première information sur le parcours client qui vous indique que votre préparation est en commande. Et ça, jusqu'à la livraison au moment où votre colis va être livré chez vous, où il va arriver en point relais. Pour un assureur, le principe doit être le même. Et on reverra tout à l'heure sur le second parcours, qui est celui de la gestion de sinistre, que les principes sont équivalents. Le dernier point, c'est sur les critères de choix de l'assureur. Alors forcément, quand on leur a demandé aux assurés qui avaient souscrit un nouveau contrat, quels sont les critères de choix, le premier critère de choix, c'est l'offre produits et services. Mais juste derrière, le regroupement de contrats et l'image de l'assureur. Et quand on cumule le regroupement de contrats et l'image de l'assureur ou la recommandation que j'ai eue d'un autre assuré de cet assureur-là, ces 2 critères-là sont aussi importants que l'offre produit. Ça veut dire très clairement que l'offre produit et service est primordiale. Par contre, l'image, la recommandation et le regroupement de contrats sont aussi des critères extrêmement importants sur le choix de mon assureur. On va faire la même chose sur la gestion de sinistre, où donc on va changer de parcours, où on se dit, voilà, le premier point et la première bonne pratique, c'est pour créer de l'enchantement, il faut du contact humain. Donc il faut du contact humain par téléphone ou en agence. Par contre, pour créer de l'enchantement, il faut que le Customer Effort Score soit dans le luxe ou dans le standard. Je ne vais pas générer d'enchantement si j'ai eu un Customer Effort Score trop important. Et ça, c'est important de bien noter cette approche-là. Je pense à un assureur qui était très fortement, qui était très bien positionné
en gestion de sinistre sur l'ensemble des études qu'on avait fait en 2016, 2017, 2018, et qui cette année s'est retrouvé dans la moyenne marché. Quand on classe les assureurs, on les classe toujours par rapport à une base 100. Et cet assureur-là, quand on creuse, on se dit pourquoi est-ce qu'il est à ce niveau-là? Tout simplement parce que, on en parlera pendant l'échange tout à l'heure, mais l'humain sur les plateaux est important. C'est-à-dire qu'il faut une stabilité de mes équipes. Si mes équipes sont stables, bien formées, bien motivées, et qu'il y a une vraie synergie des attentions entre l'interne et l'externe, tout va bien se passer, et c'est eux qui génèrent de l'enchantement. Si j'ai des équipes qui bougent trop souvent, ça génère beaucoup moins d'enchantement. Olivier, je me permets juste d'intervenir parce que justement, on va avoir la chance tout à l'heure de vous entendre également. Donc, je ne sais pas où vous en êtes dans votre présentation. On va essayer justement de faire part de ces bonnes pratiques en allant à l'essentiel. On va y revenir dans 2 minutes. Très bien. Merci. Désolée, j'ai aussi ce rôle de maîtresse du temps. On va accélérer les fais 3 le relais derniers de principes qui Nathalie. nous restent à dévoiler. Là, pour ceux qui n'avaient pas compris, on va se faire gronder. Gentiment. Donc, je vais faire plus court sur le deuxième principe, sur les parcours de gestion de sinistre. Ce qu'il faut retenir en message clé, c'est que à partir de cas de contact et au-delà, l'assureur va générer de la satisfaction. Donc, il faut vraiment avoir en tête que cas de contact, c'est le grand maximum qu'un assuré tolère dans la gestion de son sinistre jusqu'au règlement de celui-ci. Le troisième point, et il y en a 5, donc il nous reste juste 3 points. Le troisième point, c'est le délai de traitement qui est un facteur décisif dans l'appréciation du parcours de gestion de sinistre. Ce délai de traitement, cette qualité de délai de traitement va dépendre de 3 grands facteurs. Le premier, c'est la capacité à traiter la majorité des sinistres en moins d'1 semaine, pour les sinistres simples, bien sûr. La capacité à réduire au minimum le nombre de sinistres longs, qui sont traités à plus d'1 mois, et la capacité à informer, et on y revient, sur l'avancement du dossier. Donc, corollaire à ce troisième point, le fait d'informer effectivement les assurés tout au long du parcours de la gestion du sinistre est un prérequis impérieux, impératif. De la même façon qu'on l'illustrait tout à l'heure sur le parcours de souscription, on se doit à chaque étape de la gestion du sinistre de dire où on en est dans cette gestion. Et pour reboucler sur l'enchantement et pour laisser la parole aux intervenants qui nous ont fait le plaisir et l'amitié de venir commenter, de faire partager leur expérience, pour générer de l'enchantement lors de la gestion de sinistre, on a vu, l'enchantement, ça se génère par l'humain. Générer de l'enchantement, ça permet de générer, ce que je vous ai dit tout à l'heure, de la recommandation, du bouche à oreille, donc les clients de demain. S'il y a un point à retenir, c'est en gestion de sinistre, générer de l'enchantement, ça vous fera vos clients de 2020, de 2021, de 2022. Voilà, je vous remercie. On va commenter cette approche sur l'enchantement. Et oui, tout à fait. Maintenant que vous nous avez livré, donc merci beaucoup d'ailleurs, vos bonnes pratiques, nous allons entendre comment est-ce qu'il se met en place sur le terrain cet enchantement client. Alors, je vous laisse vous réinstaller, vous rasseoir si vous voulez. Merci pour cette présentation. Je vous en prie. Comme ça, je peux mieux vous regarder. Voilà. Alors, David, juste une petite transition pour qu'on comprenne justement Absolument. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité que ces messieurs soient présents. Alors, on a avec ces 3 messieurs différents métiers qui sont représentés avec lesquels on travaille. Donc, un assureur qui nous fera part de son expérience effectivement dans la relation qu'il a extraordinaire ou enchantée avec ses assurés, ses adhérents. Alain Bossière, donc du cabinet conseil B-Smiles, avec lequel Téléperformance, nous avons la chance de travailler pour un client que nous avons en commun. Ce client étant la MNT, mais je ne vais pas dévoiler ce que Alain va nous raconter. Donc, et en même temps, Téléperformance Academy, donc, qui fait quelque part un petit peu le même métier que ce que fait B-Smiles, mais avec une approche peut-être un peu différente, fondée sur des expériences différentes, donc qui est représentée par Pierre Thomas, qui est assis à ma droite. Et avec Téléperformance Academy, nous travaillons pour bon nombre de nos clients dans le domaine de l'assurance, mais pas que. Très bien. Alors, je vais commencer avec vous, Eric. Nous avons bien compris que l'enchantement fait partie des critères majeurs de la performance des parcours assurés. Aujourd'hui, comment la Massif travaille sur ces sujets? Alors d'abord, en préambule, je crois qu'on va parler d'enchantement, mais il y a quand même un prérequis à l'enchantement, c'est qu'il faut être au rendez-vous par rapport aux promesses qu'on a affichées par rapport aux clients. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'assurance, il y a le sinistre, on en parle dans les parcours, et le sinistre, c'est généralement, émotionnellement, c'est plutôt négatif que positif. Et donc, on a besoin d'être au rendez-vous, déjà pour le service rendu.
Alors ça, c'est en préambule. Après, ce qui est important, c'est que l'entreprise soit embarquée globalement dans le sujet. Qu'on ait à l'esprit tous le principe d'enchantement et les actions qui vont en découler. Et quand je dis à l'esprit de tous, ça va de la direction générale aux collaborateurs, qu'ils soient front office, back office ou service support. Alors ça s'affiche dans un plan stratégique, ça s'affiche par une organisation qui est mise en place. Puis après, pour faire le lien avec ce qui vient d'être présenté, les parcours. Effectivement, on va travailler sur les parcours plutôt que sur les process. Nous, on est un industriel de l'assurance. Il faut qu'on sorte, et c'est la démarche qu'on installe. Les process existeront toujours chez un industriel de l'assurance. Mais il faut qu'on approche par les parcours. Et par rapport à ce qui a été présenté, et aussi les bonnes pratiques, on retrouve les parcours qui ont été déclinés. Pour nous, on a défini 3 parcours prépondérants. 2 clés, la souscription, c'est l'entrée en relation, dont l'entrée en relation. La réclamation, parce que c'est l'expression d'un mécontentement qu'il faut traiter et qu'il faut rendre positif. Là aussi, on est dans le négatif, il faut inverser la tendance. Et puis le 3e, nous, on l'a baptisé 2 vérités, c'est le sinistre. Parce que c'est le moment où ni l'un ni l'autre des parties prenantes ne veut que ça subvienne, que ça arrive. L'assuré, il ne souhaite pas que ça arrive un sinistre. Et nous, assureurs, on ne souhaite pas non plus que ça arrive un sinistre. Par rapport à ça, qu'est-ce qui a changé quand on a une approche parcours et expérience client? Ce qui a changé, c'est que déjà, on demande beaucoup plus aux clients leur avis. C'est-à-dire qu'on met en place tous les dispositifs d'écoute qui puissent exister. Écoute à froid, écoute à chaud, atelier client, panel de clients. On les interroge systématiquement. Et toutes ces interrogations et tous les résultats sont intégrés dans les travaux de parcours client. Et puis l'autre volet, c'est la partie culture. Parce qu'on part du principe aussi que pour enchanter un client, il faut aussi que le collaborateur il soit enchanté. Et donc, oui. on est complètement en fonctionnement en miroir. Donc, on travaille systématiquement, on interroge nos collaborateurs en parallèle de l'interrogation des clients. Et tout ça intègre les parcours. Et tout ça est un tout avec en toile de fond de la qualité de service que nous, on suit depuis quelques années, puisqu'on est certifié depuis 12 ans. On a cette qualité de service qui est incontournable pour pouvoir travailler sur l'enchantement. Et puis après, dernier point, sur les indicateurs, effectivement, on inverse la tendance. On va garder les indicateurs classiques de satisfaction, de recommandation, de fidélité, mais on inverse la tendance avec le taux d'effort qu'on va suivre. On garde le NPS, parce que le NPS, ça nous est utile dans une approche tendancielle, et le NPS, on le fait surtout accompagné par des verbatims. Et on travaille que sur les verbatims. Le NPS, c'est la tendance qui est importante. Par contre, l'événement, il se traduit par les verbatims. Et puis le dernier point, alors je ne sais pas si on se cherche un petit peu au niveau de l'émotion. Oui, effectivement, on va créer un indice d'émotion. Il faut créer un indice d'émotion qui embarquera peut-être des éléments d'exécution, mais il faut créer un indice d'émotion, toujours dans une approche tendancielle. Voilà, une approche globale, comme vous l'avez dit. L'émotion est une approche véritablement intéressante parce que de nombreux assureurs sont en train de réfléchir sur cette notion d'émotion. Comment créer de l'émotion avec l'assuré et comment créer de l'émotion lors des parcours et ce qui va créer de l'enchantement. Parce que si j'arrive à créer de l'émotion, je vais créer de l'enchantement derrière. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple sur une matière qui est un peu austère, comme l'assurance. Alors, merci à vous pour cet éclairage, cette approche globale, ce fonctionnement par la preuve. Je vais m'adresser à vous, Alain. Vous êtes fondateur de BeSmile et vous accompagnez la Mutuelle Nationale Territoriale, notamment à travers son partenariat avec Téléperformance, sur la thématique de l'enchantement client. Alors, comment se traduit sur le terrain, au quotidien, le parallèle dont nous parle Eric entre la performance de l'expérience collaborateur et celle du client ? En fait, on en fait un lien très direct puisqu'on travaille à la fois sur l'engagement salarié et sur la satisfaction client. Et c'est notamment ce programme qu'on développe avec la Mutuelle Nationale Territoriale, c'est de développer ce qu'on appelle une relation client attentionnée. Donc on a identifié 9 motifs de contact très fréquents de la part des adhérents de la mutuelle. Et on a travaillé dans des ateliers de co-construction, d'ailleurs avec les conseillers qui répondent au téléphone notamment, sur des thématiques d'apport de valeur à la fin de la conversation sur le motif de contact de demande de l'adhérent.
Donc ça veut dire que sur ces 9 thématiques, lorsque le conseiller considère que c'est à propos, il va dérouler une relation client attentionnée vers l'adhérent. Je vous donne un exemple pour que ce soit peut-être plus concret. Il y a beaucoup d'appelants chez les adhérents qui veulent avoir par exemple une prise en charge hospitalière lorsqu'il y a une intervention à l'hôpital. Et donc, traditionnellement, la mutuelle répondait à cette prise en charge hospitalière. Eh bien, désormais, les conseillers clientèle vont proposer, si c'est le cas par exemple d'une maman qui appelle pour l'hospitalisation d'un de ses enfants, à la fin de la conversation, ils vont proposer à la maman d'être hébergée à l'hôpital la nuit qui précède ou la nuit qui suit l'hospitalisation pour être plus proche de son enfant. Et ça, c'est quelque chose auquel l'adhérent ne s'attend pas au moment où il fait sa demande de prise en charge hospitalière, puisqu'il est uniquement axé sur cette demande-là à cet instant-là. Et quelque part, on envoie une image très positive à l'adhérent, puisqu'on est en train de se projeter dans l'événement qui va avoir lieu dans les semaines qui viennent. Et on renvoie aussi du positif vers le conseiller clientèle, parce que souvent, que fait l'adhérent dans ce moment-là? Il remercie le conseiller clientèle de lui avoir fait cette proposition. Et là, on a bouclé la boucle, c'est-à-dire que l'adhérent repart, on va dire, de manière attentionnée ou même de manière enchantée. Et en même temps, le collaborateur capte du sens dans sa mission puisqu'il est Il a reçu de la gratitude, de la reconnaissance, Exactement. et ce qui est quand même très rare justement aujourd'hui à ressentir en général. Donc voilà le programme qui est en cours. L'idée, c'est donc de susciter la surprise du client. C'est de renforcer aussi l'attachement à la marque, parce qu'on l'a évoqué dans les études, évidemment, on est plus à même de parler de la marque autour de soi lorsqu'on a vécu quelque chose de très positif avec la marque, de provoquer un contact positivement marquant pour l'adhérent, et donc d'envoyer un effet miroir pour le collaborateur qui retrouve du sens aussi dans son métier. Merci Alain. Je vais maintenant vous passer la parole. Pierre, vous êtes formateur au sein de Téléperformance Academy, c'est l'organisme de formation du groupe Téléperformance. Quelles sont celles que vous avez mises en place particulièrement bénéfiques pour les assureurs? Là, effectivement, on a une formation nommée Enchantement Client, que nous mettons en place depuis un peu plus de 2 ans maintenant, qui se concentre donc forcément majoritairement sur les collaborateurs en lien avec nos clients, qui se découpe en 2 parties. On a justement cette posture de développer une relation attentionnée avec son client, et toute une partie après qui est la gestion d'émotions. On en parlait tout à l'heure, forcément un assuré lorsqu'il contacte son service est lui dans une situation potentiellement émotionnelle difficile, ça peut être un décès, un sinistre, une hospitalisation. Donc il y a toute cette partie émotionnelle à gérer de la part du conseiller, mais également on va faire de la gestion de l'émotion sur les émotions qui vont être générées au niveau du conseiller. Se retrouver face à des clients qui sont justement dans des situations difficiles, des situations de détresse, peut ramener éventuellement le conseiller lui-même face à ses propres s'il a vécu par exemple un décès il n'y a pas longtemps, il va se retrouver, il peut se perdre un petit peu, et donc cette gestion émotionnelle est très importante pour que lui se maîtrise et soit à même justement de garder tout ce qu'il faut de professionnalisme, tout en prenant en compte justement cette attention nécessaire auprès du client. En parallèle de se concentrer également sur les conseillers, on va aussi faire une approche de management bienveillant avec les managers directs de ces conseillers. Ça a déjà été dit en parlant de synergie des attentions. Nous, on parle plus de symétrie des attentions, parce qu'effectivement, on insiste beaucoup dessus, tout le monde l'a un petit peu évoqué. L'enchantement client ne peut fonctionner et ne peut arriver que si toute la chaîne, tous les maillons de la chaîne qui participent justement à cette expérience client, a cette même approche et cette même philosophie. Très bien. Alors maintenant qu'on a vu les vecteurs, les leviers, qu'on a vu effectivement tous les points de vue jusqu'à la formation, est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur cette formation? Et ensuite, je vous demanderai à chacun, pour conclure, votre formule préférée, puisqu'on parle d'enchantement, sur justement l'enchantement client. Qui veut commencer? David, allez-y. Je vais me lancer. On a parlé de symétrie des attentions. Si je dois retenir... moi, dans la pratique que j'ai avec mes clients donneurs d'ordre, un mot, c'est donner du sens. Donner du sens d'abord à nos conseillers clientèle et aux équipes de management pour leur rappeler que les parcours clients qu'ils opèrent, que ce soit auprès d'assurés, d'adhérents, de sociétaires, peu importe comment on les appelle, sont avant tout des parcours de vie auxquels ils doivent répondre. Et ça, c'est essentiel de le leur rappeler pour que dans chaque interaction qu'ils ont avec un client, qu'elle soit par mail, quel que soit le canal finalement, ils aient toujours en tête la raison
pour laquelle un assuré les appelle et donc en relation, en miroir, la réponse qu'ils doivent leur apporter, en se projetant là aussi dans une symétrie de l'attention et dans un parcours de vie auquel ils peuvent être eux-mêmes confrontés à un moment de leur vie. Très bien. Pierre, justement, on va suivre ce tour de table pour conclure, si vous aviez une formule clé sur cet enchantement client. Je vais citer un de mes anciens managers que j'ai eu lorsque j'étais conseiller, qui m'a un jour dit pour que tu génères la satisfaction des clients, on ne parlait pas encore d'enchantement client à l'époque, pour que tu génères la satisfaction, traite tes clients comme si c'était un de tes proches, et la même attention et la même intention de les aider. Et effectivement, c'était la base, la première fois que j'étais sur cette idée d'enchantement client. Et c'est certainement un véritable challenge au quotidien. Effectivement. À vous, Eric, pour terminer. Moi, si je peux résumer, c'est l'affaire de tous. Ça, c'est important. C'est l'affaire de tous parce que... Et puis, c'est la gestion dans la durée. Parce que l'enchantement d'aujourd'hui, ça sera le basique de demain. Et il faudra recréer des enchantements dans 5 ans. Parce que ce qui nous surprend aujourd'hui sera complètement classique dans 5 ans. Donc, c'est l'affaire de tous et ça s'inscrit dans la durée. Et il faut toujours se remettre en cause. Se renouveler, oui. Très bien. Alain, je vous laisse la parole. Moi, j'associerais l'enchantement client, évidemment, à l'engagement collaborateur. Je pense que c'est les 2 piliers qui font qu'on a des clients fidèles et des salariés fidèles. Très bien. Et pour terminer, Olivier. Alors, l'enchantement, on peut considérer que c'est un coût pour l'entreprise de générer de l'enchantement. Moi, je voudrais juste qu'on retienne que c'est un investissement et un investissement rentable parce que on a vu la corrélation entre l'enchantement, la recommandation et le newbies client. Donc quand je génère de l'enchantement, je génère des nouveaux clients derrière. Et donc c'est véritablement le ROI et la rentabilité que l'on peut avoir. Générer de l'enchantement, c'est générer de la rentabilité et des clients demain. Eh bien, bravo à tous les 5. Je propose qu'on les applaudisse. Merci David Février, Pierre Thomas, Éric Plou, Alain Bossière et Olivier Nilsson.